L'homme le plus riche de la Roumanie a littéralement sauvé son pays de la faillite. Voilà l'exemple d'un milliardaire prêt à tout pour la grandeur de sa nation. À la différence de beaucoup de milliardaires que l'on a dans notre pays, on ne les citera pas. À sa mort, il a légué entre 4 et 6 milliards de lei, ce qui équivaut à plus de 30 tonnes d'or, plus de 2 milliards d'euros actuels. C'est un truc de fou. Imaginez, le mec, il meurt, il lègue toute sa fortune à la Roumanie. Mais donc, qui est cet homme qui a permis à la Roumanie d'affronter la terrible crise de 1929? Approchez, installez-vous confortablement. Voici l'histoire de Jarmihai. Un milliardaire pas comme les autres. Vous regardez la ruée vers l'Est, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner si le contenu vous plaît. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti. Une cuillère en argent au bon endroit. Notre cher Jarmihai, son nom a été francisé, en vérité il s'appelle Ioan Constantin Mihai. Il naît à Craiova le 3 octobre 1875. À cette époque-là, Craiova fait partie du royaume de la Roumanie. En effet, à l'époque, il s'agit d'une monarchie. Évidemment, pour devenir l'homme le plus riche de la Roumanie, il n'est pas parti de rien, comme la plupart des milliardaires actuels. Il naît avec une cuillère en argent dans la bouche et une en or dans le cul, probablement, parce que vraiment, il a eu le cul bordé de nouilles. Son père, Constantin Mihai, c'était un énorme propriétaire terrien. Il était pété de thunes et il avait plus de 80 000 hectares de terrain dans toute la Roumanie. Malheureusement, sa mère meurt seulement 1 an après la naissance de Mihai, ce qui va laisser un grand vide dans sa vie. D'ailleurs, sur 4 enfants de la famille, seulement 2 vont survivre. Le frère aîné et également Jarmihai. Il sera élevé à Craiova par son père ainsi que 2 de ses tantes, Elena Dumba et Maria Coloni, qui sont également 2 femmes extrêmement riches à l'époque. En effet, Elena Dumba était mariée à un grand collectionneur d'art, ce qui lui a permis d'accumuler énormément de chefs-d'œuvre qui reviendront évidemment à Jarmihai. Jarmihai, il évolue dans un milieu plutôt aristocratique, on l'a vu, il fait ses études au lycée Carole Ier, et donc voilà, il vit une vie assez tranquille et assez aisée. Après le lycée d'ailleurs, il a la chance de faire ses études en France, à Bordeaux plus exactement, où il fait une faculté de droit. Et puis ensuite, il viendra soutenir un doctorat de droit à Paris. Le pauvre. C'est une formation assez rare au final pour un fils de propriétaire terrien, et donc ça lui permet d'acquérir un prestige assez important dans la ville et même dans la Roumanie tout entière. Hélas, son père va mourir en 1908, léguant toute la fortune à Jarmihai, et aussi à son frère évidemment. En 1909, il rentre en Roumanie parce qu'il a fini ses études en France, et il hérite de toute la collection d'art de sa tante. Lorsqu'il était en France, son père, Constantin, a fait construire un immense palais à Craiova, qui d'ailleurs est encore debout, c'est le musée d'art de Craiova. Et donc, suite à la mort de son père, il se retrouve propriétaire du palais de 80 000 hectares de terrain qui sont répartis dans tout le pays. Et vraiment, il devient riche comme Crésus. Avec toute cette fortune fraîchement acquise, il se lance en fait dans une carrière de gestion du patrimoine familial. Toujours plus riche. À l'aube des années 1920, la famille possédait des dizaines de milliers d'hectares dans toute la Roumanie. Mais en 1921, un événement va marquer plus ou moins l'histoire de la Roumanie, c'est la réforme agraire. En fait, en 1918, vous le savez, les provinces de la Roumanie se sont rassemblées, donnant lieu à la Grande Roumanie. Donc la Roumanie a presque doublé, voire triplé sa superficie. Et pour lutter justement contre les propriétaires terriens qui possédaient toutes les terres sans en laisser à d'autres paysans, l'État a décidé d'exproprier partiellement les terres pour les redistribuer de manière plus égalitaire. C'est environ 6 millions d'hectares qui sont redistribués à différents paysans, afin voilà, que chacun puisse profiter de son lopin de terre, le cultiver, etc. et être un peu plus libre, et pas que l'ensemble des terres soit dans une seule main. On pourrait penser que Jarmihai va voir d'un très mauvais œil cette réforme, parce que bon, se faire exproprier ses terres, ça peut être un peu embêtant, énervant, on va pas se mentir, c'est quand même de l'argent. Mais lui, il est totalement d'accord, d'autant plus qu'en fait, il est indemnisé par les terres qu'il a perdues en quelque sorte, et donc ça lui permet en fait de pouvoir gérer beaucoup plus facilement ses terres. Il donne les terres, il les vend directement, sans s'occuper de paperasse ni rien, et il récolte une somme astronomique de lei, d'or, etc. Donc en fait, il se met vraiment bien. Vous vous en doutez, il n'est pas totalement exproprié, il conserve quand même 15 000 hectares de terrain, ce qui est plutôt honorable, mais c'est quand même beaucoup plus simple pour lui à gérer comparé à ce qu'il avait auparavant. L'homme de la situation. En 1929, vous le savez, une énorme crise économique éclate et va forcément impacter l'économie de la Roumanie, qui est quand même vachement fragilisée par son expansion énorme de territoire,
on sort quand même de la guerre, ça fait juste 10 ans, donc c'est un pays qui est quand même assez fragile économiquement. Les marchés financiers se ferment brutalement, les banques occidentales elles refusent de faire des prêts, elles sont assez frileuses, donc c'était vraiment un moment très compliqué pour la Roumanie. Face à la crise, la Roumanie risque la faillite et donc elle cherche à emprunter à la France ou à la Suisse, car il s'agit des rares pays qui sont encore capables de prêter mais qui exige tout de même de solides garanties. Et donc c'est à ce moment-là que Jean Miaille accepte un rôle totalement inédit dans l'histoire de la Roumanie. Il met sa fortune personnelle en garantie de ses emprunts. En fait, ça veut dire que si l'État roumain avait été incapable de rembourser les dettes, la France ou la Suisse aurait pu piocher dans la fortune personnelle de Jean Miaille. Parce qu'à l'époque, Jean Miaille était reconnu officiellement comme l'homme le plus riche de la Roumanie. Il a une fortune énorme en argent liquide depuis la réforme agraire, il dort littéralement sur des tonnes d'or. Et donc cet argent est vraiment facilement mobilisable pour venir en aide à l'État. À cette époque-là, il dépend même pas des banques, c'est plutôt les banques qui dépendent de lui. Ça serait un peu comme si Bernard Arnault, demain, il acceptait de mettre sa fortune en gage au cas où la France ne parviendrait pas à rembourser sa dette colossale. C'est amusant parce qu'à ce moment-là, Jean Miaille, il agit littéralement comme une banque privée qui garantit la solvabilité de l'État par uniquement son patrimoine. Donc voilà, ça c'est un cas unique dans l'histoire de la Roumanie, ça s'est jamais vu auparavant, je sais même pas si ça s'est vu dans d'autres pays, franchement dites-le moi en commentaire, je suis vraiment curieux. Mais au final, ce rôle nouveau qui est extrêmement important dans le pays, il ne va pas énormément influencer la vie de Jean Miaille. Il va continuer à vivre sa vie de rentier, en fait, de rentier terrien. Il va continuer à prendre les sous de ses exploitations sans pour autant chercher à construire des usines, etc. Il va pas essayer de se transformer en grand industriel. Il va continuer à vivre sa vie tranquillement, tout en garantissant à l'État une sécurité pour demander de l'argent. Ça peut s'expliquer de plusieurs facteurs. Déjà, il a une formation juridique. C'est pas quelqu'un qui veut absolument faire du profit. Et en plus, il a quand même une mentalité aristocratique, donc plutôt profiter de son patrimoine déjà existant, plutôt qu'essayer de s'en constituer un nouveau. En plus, il était déjà dans une position plus que confortable, il était déjà pété de thunes, donc il n'avait pas forcément besoin de s'enrichir davantage. Un millionnaire politique. Jean Miaille, en plus d'être un homme extrêmement riche, il a décidé de se lancer en politique. Dès 1911, il est élu député du Parti conservateur. Mais en 1915, il change de bord politique, il va rejoindre le Parti national-libéral, parti qui existe encore actuellement d'ailleurs, plutôt classé au centre droit. Et d'ailleurs, il va voter pour le suffrage universel et aussi pour la réforme agraire, ce qui montre que pour un milliardaire, il avait une vision très égalitaire de la société. Il voulait vraiment que chaque homme soit égaux et puisse s'enrichir en fait convenablement, ce qui en fait vraiment un homme honorable. L'héritage de Jean Miaille. Mais hélas, toutes bonnes choses ont une fin, et même Jean Miaille, et donc il va mourir le 23 février 1936. Il meurt à Bucarest, mais son corps va être rapatrié à Craiova, dans sa terre natale, où il va être inhumé dans son caveau familial. Le jour de ses funérailles, toutes les écoles de la ville ferment littéralement, ça veut dire que c'était vraiment un jour de malade. Et ce jour-là, les journaux font un grand titre. Jean Miaille a légué sa fortune, estimée à 4 milliards de lei, à l'État roumain. Et oui, parce que cet homme, donc, qui a œuvré toute sa vie pour soutenir son pays, soutenir l'État roumain, soutenir l'économie, ça ne suffisait pas. Il va même léguer sa fortune entière à l'État. C'est quand même vraiment un truc de fou. Bon, il faut dire aussi que Jean Miaille n'avait pas de famille, il n'était pas marié, le pauvre, et donc il est mort tout seul dans son palais. Toute sa vie, Jean Miaille aura été réputé pour sa générosité philanthropique. Il a financé la rénovation de nombreuses églises présentes sur ses terres. Il a fondé des bourses d'études pour les étudiants défavorisés, ce qui montre encore sa mentalité égalitariste magnifique. Et il fait également un don très important à son ancien lycée, le lycée Carole Ier. Il va léguer sa fortune à une seule condition, celle de créer une fondation culturelle Ioan Miaille, donc Jean Miaille, dans le but de financer des écoles, des hôpitaux, etc. Il prévoit même de distribuer ces domaines aux paysans, environ 3 hectares chacun, et également de doter diverses villes de fonds de soutien aux plus démunis. Malheureusement, cette fondation elle va pas durer longtemps. En 1948, elle cesse toute activité à cause du régime communiste. Un fait assez amusant, c'est que son immense palais de Craiova, il va servir de refuge pour de nombreux chefs d'État en exil. Par exemple, le président de la Pologne en 1939 et également le maréchal Tito en 1944.
Et en 1954, son palais il est officiellement converti en musée d'art de Craiova. Évidemment, ce musée a été enrichi donc par tous les dons de Jean Mihail, parce qu'il était évidemment, on l'a déjà vu, grand propriétaire d'œuvres d'art, et donc toutes ces œuvres sont encore visibles aujourd'hui dans la ville de Craiova. Il y a une anecdote qui dit que Jean Mihail serait mort dans une pièce extrêmement froide qui n'était pas chauffée, ce qui nous montre que c'était un homme qui ne dépensait pas beaucoup d'argent malgré son immense fortune et malgré le fait qu'il ait donné énormément d'argent à l'État. C'était pas un homme très dépensier, il vivait une vie extrêmement simple, le strict minimum, même pas de chauffage alors qu'il pouvait largement se le payer, il pouvait largement vivre à 23 degrés, 30 degrés, 40 degrés chez lui, ça n'aurait pas posé de problème, mais non, il vivait dans le froid de manière presque monastique. Et voilà, ainsi s'achève la magnifique histoire de Jean Mihail, ce milliardaire roumain qui est au final très peu connu, même en Roumanie d'ailleurs, on entend très peu parler de lui. Je trouvais que c'était intéressant de parler de Jean Mihail, d'autant plus qu'à l'heure actuelle où on parle de milliardaires qui évitent de payer les impôts avec divers montages financiers, nous avons l'exemple d'un milliardaire qui s'est donné pour son pays du début à la fin jusqu'au dernier lei, jusqu'au dernier centime, il a tout donné. Et donc voilà, c'est un exemple que certains devraient suivre. Je trouve ça vraiment super beau, super inspirant, et je pense que beaucoup de personnes devraient en prendre de la graine de ce fameux Jean Mihail. Voilà, c'était la ruée vers l'Est, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au moins on parle d'un grand homme aujourd'hui, un homme de bien, un homme bon, pas comme tous les autres personnages auxquels je vous ai parlé avant, plein de gens vicieux, etc. Là on parle de quelqu'un de profondément bon et profondément bien. Et à nous, ça nous fait du bien également. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Vous connaissez la chanson, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!